Et je laisse la parole à Thomas et Mylène du groupe CIC. Bonjour à toutes et tous. On est ravis donc de pouvoir prendre la parole pour parler RSE et voir l'intérêt de parler RSE avec son banquier. Donc peut-être juste se présenter très succinctement. Thomas. Oui, donc Thomas Artweg, bonjour à tous, en charge des financements spécialisés à la Lyonnaise de Banque, donc pour le CIC sur le Sud-Est. Je viendrai apporter un éclairage, on va dire, un tout petit peu plus opérationnel de celui de Mylène. Voilà, et puis Mylène Jacquet, je suis référente ESG et RSE à la Lyonnaise de Banque. Vous voyez bien notre support, hein, on est d'accord, pour pas qu'il y ait de malentendus. Il est bien à l'écran, il est bien Valérie, projeté. c'est bon? Oui, Oui, c'est c'est bon, parfait. tout à fait. Super. C'est tout bon. C'est parti. Bon, voilà, donc on se proposait, mais c'était un peu, je crois, annoncé dans l'invitation. Voilà les thématiques sur lesquelles on se proposait de plancher ce matin, sur comment la banque se préoccupe de cette thématique RSE, entre guillemets. Quel est l'intérêt pour la banque que les clients enclenchent une telle démarche? Et puis, pour vous, quel avantage financier escompté du déploiement d'une démarche RSE? Alors, pour évoquer la question comment la banque se préoccupe de cette thématique, on s'est dit que le plus simple, c'était de démarrer par de manière très pratique, comment on s'en préoccupe. Alors, la première chose, c'est que le groupe a adopté, alors on dit souvent statut, mais c'est une qualité, hein, la qualité d'entreprise à mission. Et on va dire que ça a été le premier groupe bancaire à adopter cette qualité. Pour nous, c'est un prolongement des engagements du groupe dans les actions qu'il avait. C'est le niveau, on va dire, le plus haut de l'engagement. Donc, on a fait ça, entre guillemets, assez rapidement, à peine un an après l'adoption de la loi Pacte, que vous connaissez tous. Alors, en fait, on a adopté 5 missions, 13 engagements. Alors, je je vais pas tout vous décliner parce que je vais vous endormir tout de suite, même si c'est le moment du café ensemble. Mais juste un moment focus sur les missions, simplement, euh, pour vous montrer le sens qu'on a voulu donner à cette qualité. Donc, on a déjà institué en point numéro un, et ça montre comment on veut être en accompagnement de nos clients, c'est de les accompagner au mieux de leurs intérêts. Alors, ça paraît une évidence. Certains modèles d'affaires de certaines banques sont différents. Nous, on a fait le choix et l'engagement de garantir que chaque client aura un conseiller dédié, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas sur un pool, une plateforme et c'est celui qui décroche le premier, entre guillemets, qui traitera votre demande. Là, on s'engage à ce que vous ayez vraiment un chargé, un conseiller dédié. Et autre engagement qui n'est pas négligeable, c'est qu'il n'y a aucun commissionnement aux actes et aux conseils qui sont faits. Donc en fait, à ce jour, on est à 99. On donnera des éléments de preuve hein, tout au long. On est à 99,7% des clients qui ont un conseiller dédié non commissionné en 2023, de manière très pratique. Sur les sujets d'inclusion, discrimination, il y a un engagement très très fort du groupe sur ces thématiques. Et donc, on a un niveau de formation de collaborateurs qui est particulièrement exigeant. Et là encore, on est à 98% des collaborateurs qui sont formés donc chaque année, là, en 2023. Sur la troisième mission, alors c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur. Vous savez qu'on est un groupe qui a notamment été construit, on va dire, par un informaticien, notre ancien président Lucas. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, garantir l'intimité des données de nos clients et en traitant ça sur des systèmes d'infos qui sont en France. Et ce sujet de data nous est très, très cher. Et c'est d'ailleurs souvent pour ça que vous pouvez avoir quelques difficultés quand vous envoyez un lien Zoom, par exemple, etc. C'est qu'on a des pare-feux extrêmement robustes et on procède par autorisation pour à chaque fois
puisqu'on peut échanger des tas de choses par un système de visioconférence, pas seulement de l'image, du son. Et, et notre service sécurité est très vigilant sur ces points-là, parce que c'est vos données aussi qui sont en jeu. La mission numéro 4, alors on va dire, là c'est un peu l'histoire de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose, c'est vraiment contribuer au développement des territoires. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on témoigne de cet engagement. Et l'engagement qu'on a pris, c'est surtout d'ancrer nos centres de décision dans les territoires pour être au plus près du terrain. Et aujourd'hui, plus de 90% des décisions de crédit, elles sont prises en agence. Voilà. Donc c'est pour illustrer, en fait, ça ne monte pas dans des comités, et les décideurs sont près de vous. Dernière mission, entre guillemets, donc c'est notre engagement pour une société plus juste et plus durable. Donc là, c'est vraiment notre mission. Donc là, on le fait converger avec notre modèle d'affaires, entre guillemets, c'est vraiment de faire baisser l'empreinte carbone. Et là, j'ai donné l'exemple de l'empreinte carbone des portefeuilles d'investissement. Et là, j'avais donné la réalisation qui avait été faite sur ces exercices précédents. Être entreprise à mission, ça suppose plusieurs choses. Donc, ça suppose d'arrêter une raison d'être. Alors, dans le groupe, on est assez pragmatique. J'ai envie de dire, vous pourrez mesurer les écarts avec certaines entreprises à mission. Donc, il y a une communauté d'entreprises à mission. Je vous invite à aller regarder, en fait, les différentes sociétés qui ont adopté cette qualité. Et en fait, il y a souvent un grand travail avec les collaborateurs, les parties prenantes pour définir cette raison d'être, puisque ça affiche, entre guillemets, ça permet de publier nos valeurs. Et certaines entreprises à mission ont des raisons d'être qui sont assez longues, parfois difficiles à mémoriser. J'ai envie de dire, nous, on a été quasiment, on va dire, ascétiques sur cette raison d'être. Alors, elle est simple. Ensemble, ensemble, parce que c'est l'ADN du groupe, de jouer le collectif, mais ça, on le retrouve vraiment dans nos présidents. Le collectif, c'est très très fort depuis la création du groupe. Écouter, eh bien parce qu'en fait, le CIC est ouvert et attentif aux grandes évolutions du monde et aux besoins de nos clients. Et agir, eh bien là, c'est transformer cette capacité d'écoute en action et d'être au service des parcours de vie, des ambitions de chacun, des particuliers à l'entreprise. Donc vraiment, c'est en 3 mots, essayer de traduire nos valeurs. Alors, quand on est entreprise à mission, il y a 2 autres choses encore qui sont indispensables. C'est d'avoir un comité de mission. Et ce comité de mission, c'est un organe de gouvernance supplémentaire, entre guillemets. Et lui, il est chargé de superviser l'avancée des travaux sur nos missions, sur un certain nombre d'indicateurs. Donc, je vous ai mis le visuel. Ce sont des documents qui sont publiés, bien sûr, parce que quand on adopte cette qualité, derrière, il y a un engagement de publier. Je vous donnerai deux, trois exemples. Mais le comité de mission, il est libre, il est à la main de chaque société, entre guillemets, exception au fait, il faut qu'il y ait un représentant salarié. Alors nous, le groupe a fait le choix d'avoir une composition tripartite. L'idée, c'est d'avoir le maximum de points de vue différents pour avoir une richesse des points de vue et des regards. Donc, on a un tiers d'experts indépendants qui contribuent au regard externe sur notre gouvernance, sur les indicateurs. On a un tiers d'administrateurs qui représentent nos clients et on a un tiers de collaborateurs qui représentent les salariés. Et à la Lyonnaise, on n'est pas peu fiers d'avoir un des représentations salariés qui est issu des rangs de la Lyonnaise de Banque. Et un autre des éléments, c'est qu'on doit avoir également un organisme tiers indépendant qui certifie, donc là c'est le commissaire aux comptes. Je vous donne juste un extrait et c'est pas pour donner mal à la tête de bonheur, mais voilà, c'est pour vous donner en photo à gauche la synthèse des engagements et la trajectoire qu'on a entrepris. Et derrière, dans ce rapport, on va vraiment focuser un ensemble
d'indicateurs qui sont déployés. C'est un rapport qui fait plusieurs dizaines de pages, donc je vais pas vous le défiler, mais sachez que vous pouvez les retrouver sur Internet. Et donc, on avait surtout notre réduction d'émissions carbone qui a été prise sur un premier plan stratégique et qu'on va décliner encore par la suite. L'ensemble de nos engagements, au-delà du suivi, bien sûr, par le comité de mission, ils sont intégrés dans le plan stratégique du groupe. On a un plan strat 2024-2027. Et donc, vous voyez ici, donc, on a un objectif lié à la gouvernance, donc de faire monter la part des femmes. On n'est pas très loin, mais donc on a une trajectoire de progression des femmes dans la gouvernance des groupes. On a un objectif fort et on continue d'accueillir en fait dans notre population d'alternants des jeunes issus des quartiers prioritaires ou surtout des zones rurales où il faut qu'on n'oublie pas les zones rurales de notre territoire. Et également, donc c'est l'objectif de réduction de notre empreinte carbone, 20% sur notre bilan à la fin de la période observée, et une trajectoire importante de formation de collaborateurs. Donc en fait, cette feuille de route, elle a dans ESG, RSE, on a le E, le S, le G. J'ai envie de dire, voilà ce qu'on avait en ambition et mis en place sur notre vie de bureau. On va opposer notre vie de bureau, c'est-à-dire tout ce qu'on fait sur notre périmètre interne, à notre empreinte plus globale. Donc effectivement, sur la vie de bureau, c'est des gestes de sobriété que vous mettez sans doute vous aussi en œuvre sur votre propre périmètre. C'est être attentif au chauffage, j'allais dire chômage, excusez-moi, mais chauffage. Donc on a une certification sur le management de l'énergie, on est très attentif à ces points-là. Une politique de déplacement professionnel qui fait qu'effectivement, recours à l'aérien, j'ai envie de dire, il est autorisé uniquement aux gens qu'on a dans nos filières à Singapour, etc. Parce que là, ça mettrait beaucoup trop de temps pour qu'ils nous rejoignent pour nos réunions. Mais sinon, c'est pas de recours à l'aérien, priorité au covoiturage et surtout au déplacement au train. La gestion des ressources. Donc, on a eu à la Ligne de Banque une politique extrêmement volontariste sur la gestion du papier. Ça se fait, il faut l'accompagner. Je veux dire, quand on décide une réduction du parc d'imprimantes et de mutualiser, j'ai envie de dire, les appareils, ça veut dire qu'il faut communiquer, il faut faire accepter aux gens qu'il va falloir se lever, aller dans un point central des bâtiments pour aller chercher leur impression. Et tout ça, finalement, fait que, on utilise moins de papier. Alors là, plus sur notre c'est le moment où on bascule. Là, c'est le moment, exactement. C'est le moment où on bascule vraiment sur l'impact sur notre modèle d'affaires, et c'est là que c'est vraiment le plus important. Donc, c'est la réduction de notre empreinte carbone sur les portefeuilles de crédit. Je vais peut-être laisser Thomas parler. Après, j'ai pas les chiffres comme toi, mais effectivement, quand on fait le tour et qu'on regarde nos ambitions environnementales en ce qui nous concerne, c'est bien qu'on ne prenne plus l'avion. Je pense que ça, les collaborateurs l'ont compris. C'est bien qu'on fasse attention aux déchets. Mais finalement, c'est Mylène qui va vous donner le chiffre, mais quand on passe en scope 3 et qu'on regarde finalement quel est notre impact carbone et comment on peut influencer, on se rend compte que nos propres émissions, scope 1, scope 2, on va dire, représentent. On est 1% sur notre vie de bureau et puis 99%. 99%, c'est ce qu'on fait avec nos clients. Donc, voilà. le sens, on va dire, on répond déjà un petit peu à la question pourquoi il faut en parler à son banquier, parce que votre banquier, à partir du moment où on va décliner quels sont un petit peu tout ce que notre régulateur veut qu'on fasse au-delà. Donc ça, quand on parle du régulateur, on parle de quelque chose qui va s'imposer à tous les banquiers et pas uniquement à un modèle qu'on pourrait qualifier d'un petit peu plus vertueux côté Crédit Mutuel CIC. Donc, il y a des engagements qui sont pris, il y a des directions qu'on nous donne. Et dans celle-là, on reviendra sur ce qu'on peut faire sur un sujet comme le scope 3. Mais quand on dit que le scope 3, c'est 99% ce qu'on fait, ce que nos clients font et comment on les finance, plus que ce que nous, on peut faire sur notre vie de bureau, sur notre fonctionnement d'entreprise en tant que tel, je pense qu'on a déjà quasiment répondu à la question pourquoi faut en parler à votre banquier. Parce que le banquier, lui, il a pris des engagements, il a pris une direction, et cette direction, sur ce qu'il peut faire sur lui-même, c'est très limité. C'est 1%, ça me paraît même énorme, 1%, parce que finalement,
tout ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait par nos clients, les clients qu'on finance, les clients qu'on accompagne, quelle que soit la nature de clientèle, du particulier, du professionnel, à l'entreprise, la petite, moyenne, grande entreprise. L'agriculture. L'agriculture, bien sûr, tu as raison aussi. Et donc voilà, donc ce point-là, je crois qu'on y reviendra un petit peu plus tard sur le scope 3, mais et vraiment, c'est dans la présentation le moment de bascule, parce qu'il y a ce que nous, on peut faire, ça, c'est notre propre engagement en tant que banque, et je pense que c'est important de montrer aussi, Mylène insiste souvent aussi, c'est qu'on soit aussi exemplaire, ou en tout cas qu'on soit capable d'expliquer ce que nous on fait, mais après, il y a le moment de bascule où il y a finalement, qu'est-ce qu'on fait avec nos clients, qu'est-ce que nos clients font, et comment nous, on peut accompagner nos clients. Donc ça, c'était le premier élément. Après, le second, ce qu'on appelle politique sectorielle. Alors, je ne sais pas si le terme est on va dire, générique ou clair pour tout le monde, mais c'est des règles que nous sommes données. Alors, pour le corporate, je pense qu'on pourrait dire, enfin, pour l'accompagnement de nos clients, hein, de manière générale, pour dire, bah, selon certaines règles, selon certains secteurs, il y a des choses qu'on ne veut plus faire. Et on s'est engagé à dire qu'on n'allait plus accompagner, je crois que c'était déjà repris dans certains des engagements qu'on a vus précédemment, qu'on n'allait plus accompagner un certain nombre de projets liés aux hydrocarbures. Alors, on est parti d'une vision, on va dire, assez simple. On est parti, je crois, du charbon historiquement. On avait dit sur ce qui est charbon, on ne veut plus être partie prenante, donc on s'est retiré. Et progressivement, on est passé aux hydrocarbures non conventionnels. On a dit ça, on ne fait plus. Jusqu'à l'année dernière, cette année même, en juin, c'est ça, on a basculé sur les nouvelles explorations. On a dit là-dedans, on ne veut plus aller. Et on a décliné ça sur, je ne sais plus combien il y en a maintenant, enfin, on va les revoir, les politiques sectorielles, et c'est réellement important. Après, la question que ça pose, c'est assez facile de répondre à des questions en tant que banquier quand on dit ça, quand on accompagne quelqu'un comme Total. Après, quand on va décliner ça sur des ETI qui sont de rang 1, c'est-à-dire des fournisseurs de Total, qu'est-ce qui se passe? Quand on passe sur la PME et qu'on est sur le rang 2, ben, jusqu'où on va et comment on s'arrête et qu'est-ce qu'on veut faire? Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais on va être clairement aussi dans notre volonté d'accompagner des changements de modèle, des évolutions. On n'est pas en train de dire qu'on veut abandonner nos clients en race campagne parce qu'ils font quelque chose qui ne nous plaît pas, mais on est en train de s'interroger avec eux sur notre capacité qu'on a à changer de modèle et à dire quelqu'un qui aujourd'hui est uniquement exposé sur le marché du pétrole ou du gaz, ben, ça peut appeler des questions à partir du moment où nous-mêmes, on est en train de dire que le pétrole et le gaz, on ne souhaite plus les accompagner. Je continue avec le point suivant, le questionnaire ESG Corporate. C'est un choix, mais aussi une obligation qu'on a depuis, je crois, le 1er janvier 2023, de réaliser un questionnaire extra-financier. Donc, c'est pas un choix, c'est pas un propre, encore une fois, au groupe. Hein, c'est quelque chose que toutes les banques européennes ont dû réaliser. C'est d'avoir un questionnaire extra-financier. Ça veut dire que le régulateur nous a demandé d'interroger nos clients sur des sujets qui ne sont pas strictement financiers. Alors, quelque part, là encore, on peut parler de faire de la prose sans le savoir, parce que nos dossiers de crédit ne sont pas, et loin s'en faut, uniquement financiers depuis très longtemps. Mais on n'avait pas de démarche formalisée qui permettait d'avoir une vision claire et une façon de noter, de mesurer, d'avoir une juste mesure de nos clients sur de l'extra-financier. Bon, je pense que Mylène nous reparlera peut-être aussi de CSRD, de choses comme ça, mais voilà, nous-mêmes, on a cette obligation pour nous, mais aussi et surtout pour les clients avec qui on travaille. Donc là encore, un nouvel exemple, un troisième exemple de pourquoi on parle avec son banquier, parce que de toute façon, si votre banquier, c'est nouveau pour lui, il est peut-être pas à l'aise, mais il doit travailler avec vous sur ces sujets-là aussi. Point suivant, à la limite, je te rends la main, Oui, mais Mylène. on développera peut-être plus tard. C'est les Oui, on solutions les de a. financement et puis sur l'adhésion à des initiatives internationales. Je vais peut-être revenir sur du concret un petit peu, parce que moi j'en ai cité deux, mais peut-être de faire un Voilà. rapide tour d'horizon et de dire que c'est pas une liste finie, si j'ai bien Alors, c'est pas compris. une liste. Là, on a mis en évidence les politiques en cours. On en a une qui va sortir prochainement et qui est attendue très fort, mais on attendra la publication pour en reparler, entre guillemets. Vraiment, ça part du principe, vous savez, comme pour vos déchets, etc., c'est éviter, réduire. C'est-à-dire que commençons déjà par éviter et on sera déjà plus impactant sur les secteurs fortement émissifs. À vos souhaits. Donc effectivement, dans les engagements forts, on a la sortie de charbon qui avait été initiée. Sur pétrole et gaz, on l'a dit, c'est de sortir
des nouveaux projets et aussi d'arrêter le non conventionnel, hein, avec une part qui va aller. Il y a une trajectoire en fait qui a arrêté. Bon, là, on donne une partie en 2024, mais ça se décline step by step. L'agriculture, donc nos collègues qui sont en marché ont un point exactement chaque année, puisque c'est un secteur particulièrement émissif, et pour accompagner surtout cette clientèle. La mobilité, donc même chose. Là, c'est une politique sectorielle qui est déclinée pour les véhicules ou les camions, pour ce qui est la grande navigation maritime ou des aéronefs. Typiquement, pour les aéronefs, enfin, et c'est être aligné avec la politique des transports des collaborateurs sur les aéronefs. Nous ne finançons pas, par exemple, l'aviation de loisirs. Enfin, tout ce qui est aéronef de moins de 10 passagers, on ne finance pas, à l'exception bien sûr des appareils de secours, à l'exception des appareils qui servent à de la manutention BTP pour des réalisations de chantiers très, très dédiés. L'idée, c'est que ce soit vraiment des appareils dédiés. Voilà, la même chose sur ce qui est défense et sécurité. On ne souhaite pas aller typiquement, on ne va pas aller financer des mines antipersonnelles, etc. Donc, il y a des engagements forts. Sur ces politiques. Peut-être un mot sur l'immobilier, peut-être aussi, parce que je sais pas, Oui, ça sur peut être l'immobilier, plus pardon, parlant oui, aussi. pardon, j'ai mis immobilier, c'est bien l'immobilier résidentiel. Et là, en fait, il s'agit, vous le savez, la ville est déjà construite et c'est sur le secteur du bâtiment qu'il y a le plus d'enjeux. Et donc, pour accompagner nos clients, donc on s'est doté d'une politique d'octroi. Et l'idée, c'est d'accompagner les clients dans leurs acquisitions immobilières et pour faire des travaux. Mais je viendrai plus directement tout à l'heure, je vous présenterai une slide avec, parce que c'est bien de dicter une politique qui dit non, non, on fait plus, mais comment on accompagne, parce que tout l'enjeu, c'est comment on switch le modèle et comment on accompagne nos clients pour être plus vertueux. Donc, pour revenir sur cette logique de politique sectorielle, hein, encore une fois, ça répond très bien à la question pourquoi en parler, parce que votre banquier, quelle que soit sa banque, a pris des engagements. Alors, effectivement, selon le métier, on va dire, dans lequel on évolue, c'est plus ou moins, on va dire, prégnant, c'est plus ou moins d'actualité. Mais, encore une fois, c'est pas une liste finie, c'est pas une liste qui est, on va dire, générale et partagée. Donc, chacun peut avoir sa vision et sa thématique. Il y a des gens qui vont peut-être un peu plus loin que d'autres, comme nous. Il y a d'autres qui vont peut-être moins loin, mais ils ont quand même pris des engagements. Alors, je ne sais pas si tu veux revenir sur le côté gris ESG. Bon, alors après, sur la grille, je pense qu'on a déjà parlé. Effectivement, ce principe de notation excellente financière, je vais juste réinsister sur la nécessité que vous ayez en tête. On va dire, dès qu'on arrive sur le marché de l'entreprise, après, effectivement, il peut y avoir une logique de taille minimum d'entreprise, hein, de mémoire, qui fait que ça évolue selon les groupes bancaires, mais qui a quand même cette obligation, on va dire, d'avancer sur de l'extra-financier. Donc, encore une fois, pourquoi en parler? Parce que si votre banquier n'est pas à l'aise, peut-être qu'il vous en parlera pas, mais peut-être de l'interroger et d'expliquer ce que vous faites, parce qu'il y a un moment ou un autre, ça lui servira. Donc, c'est des sujets qui sont importants qu'une direction financière doit avoir en tête, même si elle n'est pas forcément, on va dire, avec une influence ESG immédiate, parce que ça peut être des personnes différentes au sein de l'entreprise qui s'en occupent. Ben, si c'est le sujet ESG pour être dans des groupes de place et quand on discute, on réalise que de toute façon, c'est un sujet que la finance doit maîtriser, qui doit impliquer tout le comité de direction et toute l'entreprise. Je pense qu'on y reviendra encore dans notre exemple, on va dire, qui nous est propre, mais c'est un sujet qui ne doit pas, on va dire, rester cantonné à une personne, à certains ETP ou à une direction spécifique. Donc là encore, la direction financière ou un responsable financier peut discuter avec son banquier, ses banquiers, mais il faut qu'il soit capable de parler de ces sujets. Et effectivement, hein, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est la réalité, on va dire, d'un monde en mutation et de changements qui sont en cours. Je ne sais pas si Mylène va aimer ma façon de le présenter, mais oui, le banquier de terrain qui rencontre son interlocuteur dans l'entreprise, il est peut-être pas à l'aise avec le sujet, donc il va peut-être pas l'aborder. À l'inverse, peut-être que le responsable financier n'est pas à l'aise non plus avec le sujet. Donc si tout le monde évite le sujet, ça va pas être très facile de se parler, d'avancer. Mais donc, je pense qu'on en est tous dans des gestations, dans des évolutions, et il faut s'en parler parce que on a tous, d'une façon ou d'une autre, des choses à se raconter sur le sujet. Les sujets travaillés sont peut-être pas les mêmes d'une entreprise à l'autre, ou les axes de lecture d'une banque à l'autre sont pas les mêmes, mais l'absence de discussion est le plus préjudiciable. Donc,
je suis encore une fois en train de légitimer le titre de notre intervention. Et puis, oui. Pardon. Alors, non, pas de souci. Et puis, c'est d'indiquer qu'on est également engagé dans des initiatives internationales, enfin, un grand nombre, et je voudrais juste citer celle-là, la NZBA, donc Net Zero Banking Alliance, juste pour vous donner, parce que là encore, nous publions, et c'est pour vous donner, c'est des documents que vous retrouverez sur Internet, mais qui donnent, pour chacun des secteurs émissifs que vous voyez là, en fait, le périmètre et surtout la trajectoire qu'on s'est donnée de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on a un certain nombre de banques à s'engager, mais voilà, entre guillemets, tout ça est aligné. Hein, voilà. Là, pour vous donner quelques exemples, ce qu'on fait sur le reste du scope. Donc, on intervient sur l'inclusion bancaire, on est particulièrement actif sur les clientèles fragiles et vulnérables. Vous avez dû voir les communiqués qui sont liés notamment aux femmes victimes de violences, donc il y a un accompagnement très fort. La carte Avance Santé, qui est un outil pour faciliter la vie des collaborateurs de nos clients. L'idée, c'est pas d'avance de frais de santé. Un point important, suppression des formalités médicales hein, pour les crédits immobiliers. Donc ça, c'est un engagement très fort. Sociétal, je vais essayer de passer assez vite, mais globalement, tout ce qui est charte éthique, etc. Donc évidemment, on est particulièrement sensible et engagé sur ces points-là, et je peux vous promettre qu'on a quelqu'un à la conformité qui veille sur tous ces points. Des signatures charte fournisseur, vous-même peut-être être engagé dans cette démarche. Typiquement, nous avons une charte fournisseur. Et on a une politique d'achat ESG où on intègre ces critères. Si je devais donner un exemple, nos prestataires concernant la collecte de déchets, etc., sont issus de sociétés d'insertion et de l'économie sociale et solidaire. Développement du territoire, donc là, c'est tout le sujet des microcrédits, entre guillemets, et notre soutien en termes de mécénat, c'est ce qu'on voit derrière. Donc il y a un engagement fort aussi côté RH. Donc parfois dans les difficultés de dialogue que pouvait évoquer Thomas tout à l'heure, effectivement pour questionner et remplir notre fameuse grille ESG qu'on doit, c'est notre KYC ESG entre guillemets. J'ai envie de dire selon l'interlocuteur, le point d'entrée si on est avec le directeur financier, parfois sur les sujets RH sociaux, entre guillemets, des fois, ça sera un petit peu plus à la peine, ou parfois, quand ce sont des sujets carbone, ce sera parfois un peu plus compliqué. Mais voilà, nous, sur ces sujets, on l'a indiqué, hein, notre engagement avec des quartiers prioritaires de la ville ou en zone rurale, par exemple, pour l'alternance. Là, c'est vraiment que des bouts d'exemple parce que je ne peux pas tout vous décliner. Sur la question de l'égalité de traitement, il y a eu une politique particulièrement forte pour gommer les écarts de salaire et je peux vous promettre qu'il y a un pilotage fin sur ces sujets. Vous connaissez notre ADM. Il y a des exemples également très marquants. On a des groupes de formation et par exemple tout ce qui est école des directeurs et des directrices d'agence, il n'y a rien qui démarre si on n'est pas à la parité. Enfin, je veux dire, c'est un point fort. Il y a un engagement très fort également sur les thématiques du handicap. On a des référents handicap et avec des actions. On a eu le droit, alors je ne sais pas si Thomas avait suivi des ateliers réalité virtuelle, vraiment pour faire toucher du doigt de manière très sensible et pratique les différents handicaps invisibles. Et puis sur la gouvernance. Voilà, donc là, on l'avait déjà cité. Je vais venir très vite parce que c'est un des points que vous connaissez ou dont vous avez pu entendre parler. Un des leviers d'action pour embarquer tout ça, ça a été le dividende sociétal. Donc c'est une création qui remonte maintenant à quasiment 2 ans. L'objectif, c'est de prendre 15% du résultat net du groupe pour le financer à des projets solidaires et lutter contre le réchauffement climatique. Donc, on a mobilisé en 2023 440 millions sur ces sujets et 2024 à plus de 600 millions. Et globalement, à l'aune du plan Strat, c'est 2,5 milliards.
il y a eu une publication la semaine dernière, d'ailleurs, qui montrait, donc c'est Care News et Equanimity, je crois, qui ont publié en fait le classement des structures, des entreprises les plus généreuses, et le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale est premier sur le podium devant les fondations L'Oréal, les fondations Total et les grands corporates. Donc, c'est un motif de fierté. Comment agissons-nous avec ces 15% de résultats nets du groupe? Il y a une partie donc, qui va sur un fonds de révolution environnementale et solidaire. Et là, l'idée, c'est que on va investir dans des projets qui sont censés modifier les modèles de production. Donc, ça peut être des modèles de production d'énergie. On est sur ces thématiques alors, j'ai le nom des participations, bien sûr. Donc, sur l'énergie, on a des investissements sur des modèles de logement, donc sur des participations de nouveaux modèles. Donc là, on a l'entreprise Colonie, excusez-moi, qui est une plateforme qui achète des logements et qui fait du co-living sur différents types de populations, donc des jeunes, des moins jeunes, etc. Et il y a des offres un peu partout. Sur la production, par exemple, d'énergie, d'électricité, il y a une participation chez Switch Energy. Pardon, tout ça est compliqué à prononcer. Sur le froid, parce qu'on a des sujets de production de froid pour les industriels, et donc on soutient un nouveau procédé de froid industriel auprès de Alpinov X. Il y a un sujet peut-être que vous avez entendu parler, parce il a été repris par des chaînes de télé, etc. Donc peut-être que vous avez eu l'occasion d'en entendre parler, mais ça tenait à cœur au groupe. Donc dans le cadre de la préservation de la biodiversité, le groupe a acquis une grande forêt, la forêt de Dombasle, qui fait près de 5000 hectares. Donc l'objectif, c'était vraiment de préserver d'une exploitation un peu intensive une forêt très ancienne. Euh, donc voilà. Et un autre pilier qui a été de dire, on investit sur un, un pan qui est dédié à mieux se nourrir. Donc là, on va sur des sujets très très pointus. Donc AgriLife Studio, par exemple, qui est un incubateur dédié à l'agritech, foodtech. Et puis un autre modèle, Isaqua, qui est une ferme aquacole à faible impact environnemental. Et donc là, je vous donne sur les projets 2023 qui ont été réalisés et publiés. Bien évidemment, les investissements sont poursuivis en 2024. Le deuxième pilier, c'est la tarification solidaire et inclusive. Donc globalement, c'est de se dire, pour embarquer nos clients sur certaines thématiques, il faut qu'on puisse s'accompagner de manière sonnante et trébuchante. Et par exemple, vous connaissez, nos dirigeants étaient emblématiques avec leur vélo, entre guillemets. Donc, il y a un vrai engagement sur la mobilité douce. Et c'est en ça qu'on a développé une offre vélo à taux zéro. Et on va dire, nos clients, les prospects, d'une manière générale, c'est dire d'embarquer la société sur cette mobilité, parce que c'est la qualité de vie dans nos villes, la qualité de vie de nos collaborateurs qui est en jeu. Autre indication, puisqu'on est près des territoires, c'était d'avoir une offre package bancaire pour les associations, donc une offre de gratuité, entre guillemets. Et ce qu'on souhaite par là, c'est soutenir le tissu associatif avec des services de première nécessité, entre guillemets. Et il y a eu également une tarification à zéro pour pouvoir offrir de l'information gratuite aux jeunes. Et l'idée, c'est d'apprendre aux jeunes à se forger un esprit critique avec des publications journalistiques et pas uniquement à partir des réseaux sociaux. Voilà. Et puis le troisième pilier, donc c'est le mécénat. C'est vraiment ce que font l'ensemble des banques du groupe et la fondation du Crédit Mutuel sur ces thématiques. Donc il y a des fondations et des actions phares, des grandes, j'ai envie de dire des grandes enseignes, c'est pas le terme, mais
Il y a eu des dons significatifs l'année dernière pour l'aide alimentaire quand il y a eu ces difficultés. Donc, à la Croix-Rouge, Restos du Cœur, Banque Alimentaire. Donc, c'est 18 millions qui ont été donnés tout de suite. Et derrière, la fondation fonctionne en appel à projet. Donc, il y a eu un appel à projet pour la préservation de la nature et du vivant. Donc là, c'est 2,5 millions qui ont été accordés à 36 projets. Et donc, sur tout le territoire. Et en novembre 2023, on a eu un grand appel à projet sur le handicap. Et là, on a été noyé sous 700 candidatures. Donc, il y a eu un beau succès de cette opération-là. Il y a un grand axe de mécénat en nature. On lutte contre l'électronisme en se joignant à Emmaüs Connect, en donnant des ordinateurs, des téléphones, etc., ce que vous faites peut-être, et avec un soutien financier particulier pour que Emmaüs Connect, au-delà du don en nature, accompagne, entre guillemets, les personnes en difficulté numérique. Donc, ça peut être les personnes âgées. Enfin, vous savez, comme donc maintenant, on ne fait plus aucune formalité sans se connecter. Donc, c'est dire d'accompagner tout ça. Et nous-mêmes, sur notre mécénat Lyonnaise de Banque, on va dire, comme je suis en campagne de dons de jour, de congés payés, on est très engagé avec l'entreprise des possibles sur Lyon, mais qui a essaimé sur Grenoble en la personne morale de Sésame Solidaire, qui est un collectif d'entreprises qui lutte contre le sans-abrisme et la grande précarité. Alors, on revient sur notre sujet. Il nous reste 20 minutes. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut, pourquoi la banque souhaite que les clients engagent une démarche? Je vous ai fait juste 3 coupures. Je ne vais pas commenter. Les banques sont au cœur du système économique et elles voient bien que leurs clients sont concrètement tous les jours impactés par les sujets climat et environnement. Je vous ai présenté complètement à droite le centre commercial de Givors il y a quelques semaines. On y revient plus concrètement. Pourquoi est-ce que c'est intéressant que nos clients se penchent là-dessus? C'est déjà, nous, on va avoir la fameuse contrainte dont Thomas a parlé tout à l'heure. On a l'autorité bancaire et puis la Banque centrale européenne qui sont vraiment particulièrement attentives à ces thématiques, qui surveillent en fait comment les banques adressent ces sujets. Elles nous contrôlent, elles viennent. Je peux vous promettre que c'est des équipes nombreuses qui viennent et qui débarquent pour contrôler nos processus de décision, la finesse des modèles, et j'en passe. Donc, elles émettent des recommandations. Je me suis permis de mettre recommandations entre parenthèses parce que c'est plutôt des injonctions obligatoires et que derrière, c'est suivi de sanctions financières et particulièrement pénalisantes. Et je livrais juste à votre information, c'est paru dans la presse et je vous ai fait le lien avec la publication des premiers stress tests, parce que on a un premier stress test qui était à horizon 2030 et là on voit que globalement les choses se passent plutôt bien. Vous voyez entre guillemets l'enjeu. Pourquoi est-ce que ça a une incidence? En fait, c'est la question de la solidité du système financier, tout simplement, parce que avec les images que je vous ai présentées au départ, si les impacts se multiplient, derrière, c'est la robustesse du système macroéconomique et puis des banques d'une manière générale et donc du système financier qui est en jeu. Donc, c'est la régulation de l'inflation, la croissance et la stabilité financière particulièrement qui est en jeu. Donc, alors on est moins fort sur les questions de biodiversité. C'est des sujets qui montent parce qu'en fait, c'est le service des écosystèmes. On le voit toujours avec notre image de droite de tout à l'heure avec le centre commercial de Givors. Et donc, je le rappelle, c'est vraiment préserver la solidité du système bancaire qui est en jeu. Et donc là, c'est la fameuse image vous savez, des 3 scopes sur lesquels vous êtes familiers. Et c'était vraiment de dire que la banque, bien sûr, c'est une entreprise comme une autre, mais la contrainte, c'est qu'elle porte dans son bilan les émissions des
des financements de ses clients. Et donc, si on finance des logements, on a les émissions liées au logement dans notre bilan. Si on finance des entreprises qui interviennent dans des secteurs particulièrement émissifs, ça se retrouve dans notre bilan, donc dans notre empreinte carbone. Donc, je vais essayer de passer très vite parce que je vois l'heure qui passe. Donc, en fait, c'était vraiment de dire, voilà, les risques climatiques pour la banque. Là, je pense que ce sont des sujets, les images les ont illustrées. Très directement, en quoi est-ce que ça a des impacts pour la banque? Avant les banques, je pense que les assureurs se sont penchés sur ces sujets. On est banque assureur aussi, ce qu'on a oublié de rappeler. Exactement, mais vous savez, aujourd'hui, quand vous avez un orage violent de grêle qui arrive, il n'est pas rare que votre assureur vous envoie un SMS, etc. Mais c'est pour limiter la sinistralité et permettre de continuer à exercer ce métier d'assureur auprès de tout le monde. L'enjeu, c'est vraiment la question de la rentabilité de nos clients. Je veux dire, on est impliqué et c'est en ça qu'on doit vous accompagner. Parce que si on a des structures qui sont plus rentables, vous voyez bien que tout tombe. La perte de clients, on sait qu'il y a des enjeux qui feront qu'il y aura une réduction et des créations, hein, bien sûr. Le risque de réputation, les controverses. Et puis là, j'ai donné l'exemple des passoires énergétiques, mais on a un vrai enjeu d'accompagner la transition sur le résidentiel. Alors l'avantage financier, très clairement, c'est qu'on essaie d'accompagner. Alors là, on prend l'exemple des prêts, des financements. On a toute une gamme de financements qui est bonifiée. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner dans l'ensemble des trajectoires bas carbone nos clients avec une bonification des intérêts. Il y a également, bien sûr, des offres partenariales qui sont développées pour vous aider à décrocher des subventions quand vous vous engagez. Une fois que vous avez mis votre feuille de route en place ou une démarche et que vous avez visé, entre guillemets, le plan d'investissement, puisque ça sera très capitalistique quand même, au-delà des gestes sur nos vies de bureau. Et il y a également une partie structuration ESG. Et là, je vais peut-être laisser Thomas. Oui, c'est un exemple, c'est pour expliquer un petit peu comment on peut structurer nos prêts. On a appelé ça des prêts à impact. C'est la place, encore une fois, c'est pas une démarche isolée du groupe, mais c'est bien quelque chose qui existe. Et c'est encore une fois pour répondre à cette question, pourquoi faut en parler? Parce que les exemples qu'on est en train de prendre dans cette partie, parce que votre banquier, il a des produits qui peuvent répondre à une démarche que vous avez enclenchée. Donc, si vous faites quelque chose de vertueux, normalement, vous pouvez avoir un retour sur investissement ou un financement à coût moindre parce que c'est quelque chose de vertueux. Et donc, du coup, là, on va illustrer ça avec un exemple sur la démarche, on va dire, des financements les plus structurés, mais ça se retrouve sur toute la chaîne de nos produits, d'avoir une capacité de proposer quelque chose. Alors, là encore, on est dans cette phase d'éducation de nos collaborateurs, dans cette phase de progression. Donc, peut-être que vous ne trouverez pas exactement chaussures à votre pied chez nous aujourd'hui, ou peut-être qu'il y a des petites clauses qui font qu'il faut faire ci ou ça, parce qu'effectivement, on veut rester dans ces objectifs qu'on nous a fixés. Mais là, l'exemple le plus abouti qui nous vient des marchés financiers qui étaient développés pour les grandes entreprises sur les crédits dits syndiqués, donc en pool, c'est-à-dire à plusieurs banques, c'est d'aller sur la définition de critères extra-financiers. Donc, encore une fois, dans cette logique, où hier, on mesurait plutôt le financier de manière objective et c'était facile, là, on passe sur l'extra-financier et c'est plus compliqué. Donc, c'est tout un travail à mener et qui permet d'aligner, on va dire, une lecture extra-financière sur des objectifs internes que s'est fixé l'entreprise, mais qui sont mesurables. Et donc, on va parler là aussi d'organismes tiers indépendants, d'auditeurs indépendants qui vont pouvoir aller suivre l'évolution d'une trajectoire et d'une ambition. Donc, on parle de KPI, d'indicateurs qui sont à mesurer et qui viennent compléter un crédit, non pas sur qui pour nous est important. Alors, on rentre dans de la banque, sur l'exigibilité financière dans le cas de défaut, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas certains critères, d'habitude, le crédit peut être exigible. Là, non, on n'est pas là-dessus. On est plus en train de déterminer sur ces indicateurs de performance la révision, l'ajustement de marge. Donc là, je suis passé du 1 sur la gauche des critères au 2 sur la droite, les critères. Et donc, en fonction du respect ou non d'un certain nombre de critères, la marge peut être augmentée ou baissée selon des mécanismes qui sont à définir. Donc, un exemple, mais ça en est un parmi beaucoup d'autres, parce que comme on l'évoquait sur la diapo précédente, on a toute une gamme qui est plus simple,
de dire aujourd'hui, si vous demandez à votre banquier de financer un véhicule, il vous fera un crédit. Par contre, si vous lui demandez de financer un véhicule électrique, il pourra faire un crédit qui est bonifié. Et de la même façon, sur de la transition numérique, sur de la transition industrielle, on est capable d'aller ajuster le coût du crédit à la baisse, normalement, si c'est plus vertueux. Et le prêt de transition à impact, c'est ce que je viens de développer, c'est quelque chose qui est un petit peu plus complexe, mais qui peut aussi se construire. Et ce qui est Pardon. non, non, pas de souci. Ce qui est peut-être intéressant, juste pour préciser là, mais c'est peut-être le retour d'expérience que tu peux faire. Quand on met les objectifs internes en ligne avec la stratégie de l'emprunteur, c'est vraiment de coller avec la feuille de route que vous êtes fixée par rapport à votre modèle d'affaires. L'idée, c'est d'avoir des indicateurs qui soient en ligne avec votre activité. Très souvent, pour faire simple, très souvent, on va dire qu'on retrouve quand même une ambition liée à l'empreinte carbone. Oui, alors c'est Souvent, vrai que je n'ai pas pris les exemples. bon, Effectivement, on peut c'est peut-être passer un peu pour être concret. Tu as raison. Concret, on a souvent, pour l'instant, ce qu'on a vu, on a souvent quand bah, même là, un premier indicateur, on a quand même une sur le bilan, empreinte carbone. ouais, sur l'empreinte carbone qui revient souvent. Alors effectivement, ce qu'il faut bien distinguer par rapport à ce que tu dis, par rapport au modèle et par rapport à la trajectoire que l'entreprise s'est fixée, les banques seront très vigilantes. Il y a toujours ce mot, cette menace de greenwashing dont on peut être taxé, qu'effectivement, il y ait une ambition derrière. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, voilà, le scope 1, aujourd'hui, c'est non. C'est-à-dire, c'est pas 2, c'est 3. Donc, ça peut être très compliqué quand on discute avec une PME d'aller là-dessus. Donc, voilà. Après, on voit dans les exemples, effectivement, le E est un must dans le ESG, on est d'accord. Après, effectivement, les autres ne sont pas forcément exclus. On voit le taux d'accident du travail, ça peut être quelque chose de très simple quand on va travailler, on va dire, sur de l'industrie ou sur du TP ou des choses comme ça, c'est facile à suivre. Au même titre, et là, on reboucle sur tout ce que Milan nous a décrit pour notre compte propre, mais du coup, c'est d'autant plus facile d'en parler à nos clients sur l'égalité homme-femme. Quelle ambition? Donc, etc., etc. Le point, c'est d'être au plus près d'une trajectoire qui a été définie et de se caler dessus, mais aussi et surtout de le challenger. Il faut être clair qu'il y a des équipes dédiées, dites de finances durables dans nos établissements qui travaillent là-dessus. On est sur le sommet de la pyramide encore aujourd'hui. Il faut être clair sur la typologie de clientèle qu'on adresse, mais progressivement, et encore une fois, de l'intérêt d'en parler aux banques. On est parti des très grandes entreprises. Là, on est en train de le dégouler sur les grandes entreprises. Et maintenant, on a une offre qui existe même sur nos prêts, on va dire, classiques entreprises. Est-ce qu'elle est manipulée avec aisance? Non, pas encore. C'est pour ça que je vois la KPI 4 qui est presque la plus facile. Ça peut être un score d'une agence extra-financière qu'on peut utiliser aussi pour dire une entreprise qui est vertueuse, donc qui a une belle note ou qui va vers une belle note, peut être aussi accompagnée. Le point qui a été le plus surprenant pour nous quand on a déployé ces prêts à impact, effectivement, ça a été de réaliser qu'on avait un rôle parfois de censeur parce qu'on avait de l'opportunisme, on va être clair, qui est apparu aussi. Certains clients qui nous ont dit ouais, oui, c'est très bien, ça me plaît. Et j'ai souvenir d'un des premiers dossiers sur lequel on a travaillé où le dirigeant nous a dit bon, bah écoutez, oui, on va travailler sur les gaz à émission, la réduction des gaz à effet de serre, pardon. Et je disais, bon, ben, on était au balbutiement, ça date d'il y a quelques années, et du coup, c'était la facture d'électricité qui était ciblée. Et du coup, le client de revenir en me disant, bon, ben, ce qu'on va dire, la trajectoire, c'est que je vais stabiliser ma consommation d'électricité. Et on a dû lui expliquer que non, ce n'était pas une ambition, mais c'était un point de départ. Et du coup, on allait tracer une courbe descendante et qu'il fallait année après année qu'il accompagne cette courbe, sinon il ne rentrerait pas dans une ambition, mais on sera allé juste dans un mécanisme d'opportunisme de baisse de marge. Donc voilà. C'est encore une fois dans cette logique de démonstration de ce qu'on peut faire pour notre compte propre, de volonté de pas uniquement manier le bâton quelque part parce que le régulateur est derrière nous, parce qu'il faut dire ce qu'on ne fait plus avec des politiques sectorielles, aller noter tous nos clients sur des critères extra-financiers, à poser des questions qui sont plus ou moins intrusives ou plus ou moins évidentes à répondre là tout de suite, mais aussi d'aller dans l'accompagnement, encore une fois, par le financement par exemple, mais c'est l'exemple, on va dire, je pense, le plus parlant dans notre métier de banque, notre métier premier. Je crois qu'on continue sur un autre exemple qui nous parle à tous, hein, c'est ça, Mylène, qui est peut-être le plus concret sur l'immobilier pour les particuliers. Exactement. Alors, juste pour compléter, Pardon. évidemment, l'offre à destination des entreprises,
elle se complète d'abord au fil de l'eau. Hein. On a une direction commerciale qui a plein de choses dans sa besace et qui vont sortir là prochainement. On a parlé des financements, mais effectivement, on a des sujets qui sont sur l'épargne, sur les flux, sur l'international. Comment vous aider à trouver des fournisseurs à l'international qui respectent ces sujets ESG, hein, puisque c'est des enjeux à 360. Vous accompagner sur la question des RH, le partage de la valeur, etc., pour travailler à vos côtés. Enfin, sur différents points d'offres qui permettent d'apporter des avantages non négligeables. Et là, donc, on voulait donner un focus sur changer de périmètre et de se dire, quand on est sur la clientèle particulière, qu'est-ce qu'on va faire, puisque c'est une grande partie de nos clients et c'est surtout là qu'on a des enjeux très forts collectivement. Hein. Donc, on le disait, la ville de demain, elle est déjà construite. Et en fait, on peut s'imposer grâce aux normes techniques pour la construction des nouveaux bâtiments. Là, j'ai envie de dire, les normes, elles s'imposent à nous. Donc, tout ce qu'on construit de neuf est parfaitement vertueux, on va dire. Par contre, c'est sur le stock, hein, c'est sur le stock des logements. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir travailler sur la performance énergétique des bâtiments et notamment au travers de notre politique d'octroi de crédit, lorsque, par exemple, des clients ou prospects acquièrent des biens destinés à la location et qui disposent d'un DPE assez médiocre, F ou G, c'est-à-dire que là, on conditionne le crédit au fait de réaliser des travaux d'amélioration énergétique. C'est en ça que on disait, on essaye de faire switcher le modèle. On ne finance plus, c'est bien, s'il n'y a pas les travaux d'amélioration énergétique. Inversement, donc ça pourrait être vu d'un côté un peu sanction, entre guillemets. Inversement, on essaye de valoriser, grâce à des conditions tarifaires avantageuses, les acquisitions dès lors qu'elles sont sur des DPE qui sont performants et qui aient des enveloppes de travaux associées. Donc ça, c'est un peu notre politique d'octroi, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est politique sectorielle. Mais s'interdire de faire une chose, c'est bien. Après, il faut qu'on accompagne, et notamment sur ce secteur, on a développé, alors je ne sais pas si les uns les autres vous avez testé les parcours MaPrimeRénov', etc., ou d'avoir quelqu'un de l'ANA au bout du fil, etc. Donc l'idée, le groupe a développé une plateforme. Alors j'essaye en mode mémotechnique, c'est plus facile. Ça s'appelle HomeJ, donc Home comme maison et J comme énergie. En fait, une offre qui permet vraiment aux particuliers chez eux, entre guillemets, le soir devant leur télé, de faire leur trajectoire, de tester, de rentrer les caractéristiques de leur immobilier, l'année de construction, etc., le nombre de pièces, les fenêtres, etc., et d'approcher un diagnostic et d'avoir des simulations très, très pratiques. Donc, il y a vraiment une guidance très forte. Et surtout, il y a un accompagnement pratico-pratique, hein, pour le montage des aides, pour les travaux, pour les financements. Et à titre un peu exclusif, un peu à l'image de la carte avance santé, où on veut que les gens prennent soin de leur santé et que l'argent ne soit pas un frein à la démarche, que la trésorerie ne soit pas un frein. Là, de la même manière, l'ensemble des aides font l'objet d'une avance sans frais de la part du groupe. Donc ça, c'était un point qui était assez significatif pour dire qu'on traite un peu tout le scope. Voilà. Je pense que c'était notre dernière diapo, mais je pense que c'est ça, non? Il en reste une encore? Il en restait plus. Je pense que tu as souligné effectivement, il y a quelques instants, on a donné des exemples à travers le crédit, à travers des avances, l'avance santé, l'avance sur les travaux de rénovation énergétique. Mais tu as souligné quelques instants avant qu'effectivement, on n'a été que très parcellaire dans notre présentation. Et c'est pour ça qu'il faut en parler avec votre banquier aussi. C'est parce que des solutions, il y en a. Et effectivement, ça peut être à travers l'épargne salariale, l'ingénierie sociale. On peut accompagner effectivement
la logique d'une entreprise vis-à-vis de ses salariés sur un certain nombre de sujets. Ça peut être, si on reste sur le volet un peu plus financier, ça peut être dans les placements que propose votre banque. Effectivement, on est en train de repenser aussi, à l'appui de tout ça, notre modèle, notre façon de proposer des produits. Mylène dit qu'il y en a beaucoup dans les cartons, certainement. On est en train de réfléchir à ce qu'on veut faire. Alors, chacun avec sa sensibilité, je pense, Mylène a très bien insisté sur la première partie sur notre sensibilité toute particulière du groupe CIC au sein du groupe Crédit Mutuel, d'être très attentif en tant que première banque à mission de ce qu'on voulait faire, de comment on voulait être acteur dans tout cet écosystème et être une partie prenante qui accompagne ses clients, quelle que soit la nature de clientèle. Donc voilà, chez nous, sachez que nos collaborateurs sont de plus en plus attentifs, de plus en plus formés. Je fais très attention à mes mots. Hein. Je ne veux pas qu'un certain nombre me contactent, que ce soit sur LinkedIn ou autrement, pour me dire j'en ai parlé à mon chargé d'affaires ou j'en ai parlé à mon responsable financier qui me démontre que finalement, bah, aujourd'hui, au CIC, c'est pas concret. Aujourd'hui, ce qui est concret, c'est la direction qu'on prend. Nous aussi, on est conscient qu'on est en train d'accompagner nos collaborateurs pour faire évoluer notre propre modèle. Et de mois en mois, on évolue. Mylène œuvre énormément et on essaye de porter chacun à notre niveau, chacun avec nos convictions, ses évolutions, mais quand même avec une trajectoire qui est fixée par le groupe. Et oui, l'informatique, oui, les produits qu'on propose sont très structurants, très structurés aussi et nous amènent à aller dans cette direction-là. Donc, pour répondre une fois de plus à la question pourquoi en parler à votre banquier, parce qu'il a des solutions, parce qu'il peut vous accompagner, peut-être parce qu'il aura des limites demain aussi dans sa capacité à vous accompagner et que c'est important d'en parler et d'en parler en amont. On est bon? Eh 57, bien, c'est un peu court pour les questions, mais on est pas mal. merci, merci à vous deux. Est-ce que dans les participants, il y a une question? On a encore le temps de pouvoir en prendre une. On a réussi à arrêter le partage, je crois. Alors sinon, moi j'en ai une, hein. J'ai vu tout à l'heure votre KPI 4, qui était le score EcoVadis. Mais quid d'une entreprise qui change quand même sa grille de notation jusqu'à 2 fois par an, hein. Ça a été le cas en 2024. Donc comment vous pouvez suivre l'évolution de l'entreprise, étant donné que EcoVadis avant était sur un nombre de points, maintenant ils sont en percentile, et donc comparé à d'autres entreprises. Et l'entreprise, elle, n'a peut-être pas démérité, mais elle peut régresser par le fait que les autres avancent plus vite. Donc, comment vous intégrez ça? Alors, je ne vais pas me substituer à notre expert, à nos experts de l'équipe de finances durables, mais la réponse, on a un petit peu la même problématique sur des critères financiers où parfois des normes changent et il est prévu que les parties se réunissent de bonne foi pour aller mesurer l'impact de ces évolutions. Effectivement, on a eu le débat hein, sur ces notations extra-financières, bien, pas bien. Moi, je vais prendre un exemple, mais je ne sais pas si Mylène va l'aimer. L'exemple, c'est on a regardé notre propre notation du groupe. Et effectivement, suivant, on va dire, les années, suivant l'agence de notation extra-financière, ça reste un sujet très complexe. On sait ce qu'on peut penser du financier, mais encore, on parle de chiffres, et à la limite, de chiffres qui sont établis depuis longtemps et selon des normes qui bougent quand même peu. Sur l'extra-financier, il faut reconnaître, que ce soit ce que font les agences externes ou ce que nous, on a pu développer comme propre modèle interne, qu'on reste sur des sujets qui sont un petit peu fluctuants et pas les plus faciles à maîtriser. Je suis d'accord. Mais hormis une discussion de bonne foi entre les financeurs, on va dire les banques, et l'entreprise, on n'a pas de solution miracle, je le reconnais. D'accord, ok. Donc, ça passe toujours par la communication et par l'échange, en fait. Toujours, toujours, avec son banquier, on le souligne jamais assez, que ce soit sur notre thématique, mais là, je peux le généraliser. On le rappelle dès qu'on intervient, effectivement, discuter, échanger, parler, c'est toujours mieux que d'arriver ou de cacher un problème et qu'il sorte au dernier moment. Ça, c'est du vécu de banquier. Effectivement, on a souvent je vais rien dire parce que ça va être un problème. Non, parlons-en. Et effectivement, y compris ce que vous venez d'évoquer, c'est très important de dire oui, ça évolue facilement. Comment, d'une année sur l'autre, comment est-ce que c'est le bon indicateur? Bah, peut-être que la conclusion, effectivement, c'est que c'est pas le meilleur indicateur qui soit. C'est un peu une forme de facilité si on a une notation extra-financière, mais avec des difficultés de mise en œuvre qui ne sont pas à exclure, on est d'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup parce que je crois que c'était la première fois qu'on donnait la parole à la partie prenante banque au sein de la FQP, donc qui est une partie prenante importante pour les entreprises. Donc vraiment, au nom de l'association, je tenais à vous remercier pour votre intervention et pour toute la préparation que ça a demandé en amont. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous donne rendez-vous au prochain petit déjeuner qui aura lieu
le 7 janvier et qui sera donc le témoignage de la cravate solidaire. Donc là, c'est dans Ah, notre axe solidaire pour donc une présentation d'Élise Carval. Donc voilà, donc je vous enverrai les invitations quand elles seront finalisées. Je vous souhaite à très tous bien. une belle journée. Bonne fin de Merci. journée, au revoir. Au Au revoir. revoir.